Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous accueillir en présentiel ou en ligne pour nous permettre de suivre la conférence de Mme Bastienne Jorchel, directrice du Centre social protestant du canton de Vaud depuis le mois de janvier 2017. Je tiens tout particulièrement à remercier Mme Jorchel, dont la conférence initialement était prévue le 16 mars 2020. Cette conférence a déjà été reportée 2 fois. Le thème de la conférence sera « L'engagement bénévole, un appui vital ». Je vais brièvement vous présenter Mme Jorchel. Énumérer toutes ses formations et tout son parcours professionnel serait trop long. J'insisterai sur son engagement social tout au long de sa carrière professionnelle et de ses engagements bénévoles. Le bénévolat tient une place très importante dans notre société. Certains secteurs d'activité des associations ne pourraient pas fonctionner sans. Tout au long de sa carrière, notre conférencière a été en contact avec des personnes bénévoles. C'est une réflexion à partir d'un témoignage et d'une riche expérience qu'elle va partager avec nous ce matin. Bonne conférence, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Madame la vice-présidente. Merci pour votre accueil à toutes et tous. C'est vrai que voilà, c'était de longue haleine, cette conférence de Connaissance 3. J'ai été contactée une année avant la conférence par le groupe chargé de choisir et de sélectionner, entre guillemets, les conférenciers. Donc une année jusqu'au 16 mars 2020 et maintenant, encore une fois, une année d'attente. Donc voilà, c'était de longue haleine. Je me réjouis beaucoup d'être parmi vous. Malheureusement par écran interposé, mais j'espère quand même que ça se passera bien et que nous allons pouvoir avoir une discussion intéressante suite à ma présentation. Donc, voilà, ce que j'aimerais dire en introduction, c'est que je ne vais pas intervenir comme scientifique ou académicienne du bénévolat, mais plutôt comme pratiquante. Je me considère pas du tout comme une spécialiste du bénévolat, mais effectivement, je l'ai pratiqué pendant toute ma carrière professionnelle et citoyenne aussi, puisque j'ai aussi été active dans des organisations, disons, locales qui n'avaient rien à voir avec mon travail. Donc j'ai été bénévole moi-même, je le suis encore d'ailleurs. J'ai travaillé avec des collègues bénévoles lorsque j'étais salariée, j'ai recruté des bénévoles pour des projets, j'ai été responsable d'associations employant des bénévoles et aujourd'hui en tant que directrice du CSP Vaud, eh bien, voilà, nous avons au CSP beaucoup de bénévoles, notamment dans les GALTA, on en reparlera, dans nos magasins de seconde main, où il y a une centaine de bénévoles actifs aujourd'hui. Et nous comptons aussi sur des bénévoles pour d'autres activités, comme par exemple la vente de chocolat, qui est bien connue, je l'espère, parmi vous tous. Voilà, donc je ne vais pas vous faire une conférence scientifique ou exhaustive sur le bénévolat. Je vais l'approcher sous un angle qui me tient à cœur en ce qui me concerne, avec ma casquette de directrice du CSP Vaud, et qui aussi avec, disons, mon engagement dans la gouvernance des associations, qui est en lien aussi un petit peu avec mes études de sciences politiques. Et c'est notamment cet angle, l'articulation entre le bénévolat et les politiques sociales en vigueur aujourd'hui dans les pays occidentaux, mais en Suisse en particulier. Voilà, c'est un angle, c'est un choix. Ça ne sera en tout cas pas exhaustif, puisqu'on a déjà discuté au café ce matin et on s'est rendu compte qu'il y avait encore plein de thèmes sur le bénévolat qu'on pourrait traiter. Et donc voilà, je me rends bien compte qu'on ne va pas pouvoir aborder toutes les questions. Ma présentation, elle va se passer en 3 parties. D'abord, j'aimerais quand même poser un petit peu le cadre voilà, un peu général et amener certains chiffres que j'ai pu obtenir auprès de l'Office fédéral des statistiques. Ensuite, je traiterai donc la problématique du lien avec les politiques sociales plutôt sous l'angle d'un témoignage, de ce que j'ai vécu dans 2 associations dans lesquelles j'ai été très active et où j'avais un poste de responsable, c'est l'association Lire et Écrire et le Centre social protestant. Et puis en conclusion, eh bien, je reviendrai quand même, j'élargirai quand même la réflexion à finalement qu'est-ce que c'est d'être bénévole, c'est quoi la raison d'être du bénévolat, et là je m'appuierai plutôt sur l'expérience du CSP, notamment en lien avec les GALTA, qui est un monde magnifique, des GALTA qui ne pourraient pas fonctionner sans les bénévoles, j'y reviendrai. Voilà, donc
parler du bénévolat nous plonge dans un vaste monde. Le bénévolat est multiple, a plusieurs visages, il se décline sous diverses formes. En Suisse en particulier, la tradition de l'engagement solidaire est très forte et fait partie, on peut le dire, de la culture helvétique. On l'a dit ce matin au café, il n'existe probablement pas un domaine de la vie en société qui ne soit pas de près ou de loin touché par le bénévolat. Et ça confirme les chiffres de l'OFAS, qui établit des statistiques du bénévolat depuis 1990 seulement, c'est quand même assez récent, et en 2016, notamment, on a un chiffre intéressant qui est donné par l'OFAS, 9,2 milliards d'heures de travail ont été effectuées en Suisse, de travail non rémunéré, en contrepartie de 7,9 milliards d'heures rémunérées. Donc il y a plus d'heures de travail non rémunéré en Suisse que de travail rémunéré. La valeur monétaire, et ça c'est intéressant, la valeur monétaire de ce travail de bénévolat a été chiffrée par l'OFAS à 408 milliards de francs. Donc c'est un sacré business quand même, ce bénévolat. C'est intéressant de le mentionner. Et ce sont donc les femmes, pardon, alors donc je ne suis pas sur la, voilà, ce sont les femmes qui accomplissent 60% des heures de travail non rémunérées. En contrepartie, les hommes sont évidemment plus intensément présents dans les heures de travail rémunérées, environ 60%. L'OFAS, et c'est là aussi où ça nous permet un petit peu de cibler de quoi on va parler aujourd'hui, distingue le bénévolat formel ou organisé du bénévolat informel. Le bénévolat informel rejoint évidemment la vaste gamme de travail non rémunéré, de tâches que nous faisons tous plus ou moins dans le cadre de la famille, souvent la garde des enfants, le soutien à un parent malade, à une personne âgée, le coup de main à un voisin. Donc là, voilà, on ne va pas parler de ça aujourd'hui, on va vraiment parler de la part de la population engagée dans le bénévolat formel ou organisé, qui correspond à 19,5% des personnes en Suisse qui font du bénévolat dans des associations ou des institutions. Donc ça aussi, c'est une personne sur 5 en Suisse fait du bénévolat dans une association. C'est un engagement très important et qui montre aussi l'importance qu'a le bénévolat dans notre société helvétique. La diversité des associations est évidemment aussi très grande. Le FAS cite le sport, la culture, l'environnement, la défense de droits divers, comme l'ASLECA ou le droit des consommateurs. Moi, je vous propose qu'on ne se perde pas dans les méandres de ce vaste monde du bénévolat et de nous consacrer de manière plus ciblée à ce qu'on appelle aujourd'hui le bénévolat social organisé, donc social organisé, qui recouvre donc l'ensemble des activités non rémunérées réalisées au sein d'associations ou d'institutions, quelle que soit leur taille, dans le champ socio-sanitaire, c'est déjà énorme, le sanitaire recouvrant aussi les organisations actives dans la santé, santé publique. Pour ma part, évidemment, je me concentrerai sur la partie plutôt sociale. Alors pourquoi on réduit là le champ de notre discussion d'aujourd'hui? Moi, ce qui m'intéresse en particulier, je l'ai dit dans l'introduction, c'est l'interaction, l'articulation entre le bénévolat social et les politiques sociales. On a assisté de tout temps, et c'est historique, à ce jeu d'interaction très intéressant, fait de tensions, de synergie entre les actions bénévoles et l'émergence des politiques sociales. En Suisse, partout, dans toutes les sociétés occidentales, mais en Suisse aussi, bien sûr, depuis la fin du XIXe siècle, avec l'avènement progressif de l'État social. Et la deuxième articulation qui m'intéresse, c'est les interactions entre les bénévoles et les professionnels ou salariés. Là aussi, un champ de tension intéressant avec des dynamiques positives et qui, on l'a vu, ont contribué à l'émergence de métiers du social très nombreux et qui continuent aujourd'hui encore à se développer. Voilà, donc je vais d'abord prendre pour exemple mon expérience à l'association Lire et Écrire. Alors je ne vais pas vous faire un exposé des activités de Lire et Écrire, mais je pense qu'il faut quand même un peu reposer le cadre. Donc, moi, j'ai été responsable directrice de la section Lausanne et Région pendant 7 ans.
C'est une association assez emblématique par rapport au sujet que je veux aborder avec vous aujourd'hui. Donc, l'association Lire et Écrire est engagée dans la lutte contre l'illettrisme. Donc, essentiellement, ces activités, ce sont de donner des cours d'alphabétisation, de lecture et d'écriture à des personnes qui rencontrent des difficultés avec l'écrit. Donc, une personne particulièrement engagée, à la base, une bénévole, Brigitte Pitou, c'est la fondatrice de Lire et Écrire, en 1988. Donc, s'est lancée, passionnée par cette thématique de l'illettrisme, et elle a réussi à motiver autour d'elle beaucoup de personnes, des femmes surtout, des bénévoles, qui ont commencé à créer, à monter des groupes dans différentes régions. Ça a été assez, disons, vraiment les premières sections de Lire et Écrire se sont créées en fonction des mobilisations qui ont été possibles, des personnes qui étaient intéressées puis qui étaient d'accord de faire un travail et de commencer à organiser des cours. Donc, il n'y a pas eu une section par canton. Par exemple, le canton de Vaud, on avait 4 sections de Lire et Écrire. Donc, c'était voilà, ce reliquat de ce démarrage un petit peu fait en fonction des ressources disponibles dans le terrain. Jusque dans les années 90, donc, tous les cours ont été donnés par des bénévoles, souvent des femmes qui n'avaient pas eu l'occasion de travailler, qui n'avaient pas forcément besoin de travailler et qui se sont engagées pour cette cause avec beaucoup de motivation et de conviction. Partout en Suisse romande et puis également en Suisse allemande. Alors, ce qui a été intéressant, c'est que la fondatrice Brigitte Pitou, elle avait vraiment cette sensibilité politique, elle avait envie d'amener cette problématique à un niveau, à une reconnaissance politique. Donc, elle a fait beaucoup de lobby, notamment aussi au niveau fédéral. Et là, il y a vraiment une mobilisation très forte. Il y a une pétition en 1999, un appel en 2010. Donc, il y a vraiment eu le siège de la place fédérale pour pouvoir faire avancer cette cause de l'illettrisme. Il y a une fédération qui a été créée au niveau suisse, qui à l'époque était présidée par Roger Nordman. Donc voilà, on a vraiment assisté à l'émergence d'une politique publique fédérale qui s'est déclinée ensuite aussi en parallèle au niveau des cantons. Et ce qui est important de souligner, c'est que ça a été vraiment jusqu'à une inscription dans la loi, notamment par 2 articles, un sur la promotion de la lecture dans la loi sur l'encouragement à la culture en 2009, et puis ensuite un article sur la promotion des compétences de base. Donc là, on élargissait lecture, écriture, mathématiques, informatique dans la loi sur la formation continue. On voit aussi comment la problématique a d'abord été prise par le domaine de la culture. Au départ, on ne comprenait pas très bien pourquoi, et ensuite il a été ramené, transposé quand même là où il devait être, c'est-à-dire pris en charge par l'Office fédéral de la formation, de la recherche et de l'innovation. Et parallèlement aussi d'autres moyens qui auront été mis en place dans le cadre du programme d'intégration de la Confédération, déclinés dans les cantons en des programmes d'intégration cantonaux et qui ont aussi permis de mettre à disposition des ressources et de financer des cours. Voilà, donc dans les cantons, ça s'est évidemment passé selon les cantons à des rythmes et des intensités différents. Dans le canton de Vaud, peut-être juste encore une remarque, c'est qu'il y a eu un très fort engagement, là même de la ville de Lausanne, qui à l'époque avait créé la communauté d'intérêt pour la formation de base des adultes. Et ensuite, le relais avait été repris par le canton de Vaud, qui avait également commencé à financer l'association Lire et Écrire avec des moyens assez importants. Alors, le corollaire, évidemment, les conséquences de tout cela, c'est vraiment la naissance d'une... pardon, je vais un petit peu trop vite. On voit que d'une initiative bénévole, on assiste à la naissance d'une politique publique qui se décline au niveau fédéral, cantonal et communal. Et les conséquences de cette prise en charge, bien évidemment, c'est la mise à disposition de ressources et la professionnalisation de l'association. Donc,
cela signifie aussi la rémunération. Donc on passe du statut de bénévole à salarié. D'abord les formateurs, qui ont été les formatrices, puisqu'il y avait principalement des femmes, formatrices qui ont commencé à être rémunérées, et puis aussi les secrétariats, et comme ça l'association a pu se développer sur des bases beaucoup plus solides. Et la deuxième conséquence, évidemment, c'est le développement d'un pôle de compétences. À partir du moment où il y a rémunération, il y a aussi la possibilité de développer des compétences. À lire et écrire, c'est très emblématique, puisqu'il y a même une formation interne à l'association qui a été mise sur pied pour la prise en charge des problématiques de l'illettrisme. Et ensuite, aussi, bien entendu, l'intégration de tout ce dispositif de formation au dispositif reconnu au niveau suisse, donc EduQuoi, hein, qui labellise en fait les associations qui donnent des formations. Donc il y a vraiment une institutionnalisation, une professionnalisation et la création d'un pôle de compétences. Aujourd'hui, par exemple, être formatrice à lire et écrire, c'est avoir un diplôme de formateur d'adultes, enfin en tout cas le certificat FSEA de formateur d'adultes, avoir suivi la formation spécifique donnée par lire et écrire pour la prise en charge de personnes en situation d'illettrisme. Donc on assiste vraiment, on voit ça, hein, donc d'initiative bénévole, on assiste à la naissance d'un métier, hein, formatrice spécialisée dans la prise en charge de personnes en situation d'illettrisme. Voilà, c'est mon deuxième slide. Voilà, donc je trouve que ça, cette évolution, elle est vraiment intéressante et puis emblématique. Hein. On voit aujourd'hui l'association Lire et Écrire est une association forte d'un budget de 4,3 millions de francs. Elle a un secrétariat général, 9 sections, elle a 49 salariés, 81 formateurs. Donc les salariés sont les salariés administratifs et les formateurs sont salariés aussi, et toujours 110 bénévoles. Donc c'est vraiment ce rôle du bénévolat dans sa fonction, d'une part, d'innovation sociale et d'autre part, d'émergence d'une politique publique. Donc on passe d'un régime de solidarité, au fond, qui relève de la bienfaisance, hein, ou d'une forme de charité privée. On aide à titre privé son prochain qui est dans le besoin, à la reconnaissance d'une responsabilité publique et à une prise en charge par l'État. On crée un droit social. Hein. Aujourd'hui, en Suisse, grâce aux différentes législations qui ont été adoptées, l'accès aux compétences de base, en ce qui concerne l'illettrisme, est devenu un droit social et une obligation pour l'État. Alors, cette évolution du bénévolat social vers une politique sociale publique a marqué l'histoire des politiques sociales depuis leur émergence à la fin du XIXe siècle. C'est donc pas quelque chose de nouveau, hein. Au contraire, on est là dans un modèle assez éprouvé qui se poursuit encore aujourd'hui. À l'époque, on parlait de la mouvance philanthropique, hein, portée par la femme patronesse, hein, bourgeoise, épouse d'entrepreneurs, proche de l'Église. Hein. Le rôle de l'Église est évidemment très important. Hein, encore aujourd'hui, hein, il laisse des traces, le CSP, le P du Centre social protestant, qui est plus qu'une trace, hein, qui est une véritable identité, et qui a été à la base de la création de toutes sortes d'institutions sociales, d'asiles pour les pauvres, d'orphelinats, d'hospices, de crèches pour les enfants. Voilà, cette femme patronesse était déjà à l'époque, comme les formatrices de lire et écrire, très compétente, engagée, assumait d'importantes responsabilités. Voilà, elle mobilisait aussi son entourage pour mener des actions de solidarité à l'égard des plus démunis et des malades. C'est donc, il faut quand même le souligner, dans une philosophie à l'époque ou dans une posture plutôt de charité, hein, et au fil des années et des luttes sociales, eh bien, tout ça s'est cristallisé en des prestations qui sont aujourd'hui reconnues d'utilité publique. Voilà, un siècle plus tard, l'histoire se répète. Aujourd'hui, la lutte contre l'illettrisme est passée par ce même chemin, avec un démarrage bénévole pour se déployer au fil des décennies comme une politique publique à part entière. Alors, ce que j'avais encore envie de dire, c'est qu'effectivement, ce parcours n'a pas été sans embûches, notamment aussi à l'interne. Hein.
Et puis ça montre bien hein, ce chemin qui doit être parcouru, parce que même à l'époque, quand moi j'étais responsable de lire et écrire, il y avait des formatrices, ces femmes fortement engagées dans un esprit de solidarité un peu à l'ancienne, qui ne voulaient pas être rémunérées. Donc, car elles considéraient leur engagement comme un engagement bénévole, comme un travail bénévole. C'était très fort à Genève et à Neuchâtel. Donc, cette volonté de rester dans quelque chose de l'ordre de la bienfaisance, du don privé, et de ne pas aller dans quelque chose de rémunéré, de professionnel, de lien avec l'État et de toutes les contraintes que cela implique. Voilà, donc ça c'était le premier constat. Le deuxième constat, aussi en lien avec la place du bénévolat, que le bénévolat peut prendre dans une association, c'est comment s'articule maintenant quand on a une association qui a des salariés et des bénévoles. Ça, c'est quand même aussi quelque chose d'assez complexe et source de tension. On a ce double régime. Alors, lire et écrire l'a vécu donc, dès le moment où la rémunération est entrée en vigueur, puisque un nombre important de bénévoles ont continué à être actifs au sein de l'institution, mais dans des tâches dites complémentaires, je dirais, ou auxiliaires, mais finalement fondamentales au fonctionnement de l'association. Alors, notamment à l'accueil. Là, j'ai deux images qui montrent bien. Donc, à la section lausannoise de lire et écrire, il y a un hall d'accueil. Il y a beaucoup de gens qui viennent. Il y a les gens qui prennent des cours, les gens qui viennent prendre des renseignements. Il y a des gens qui font leurs devoirs. Enfin, voilà. Donc, et là, ce travail d'accueil et d'organisation de cet espace a été et est aujourd'hui encore entre les mains de bénévoles qui font un travail justement d'accueil, d'orientation, avec beaucoup de compétences. Ils font aussi un petit bout d'inscription. Et puis, il y a une deuxième tâche. Là, on voit encore aussi cet hall d'entrée plein de vie, avec notamment des salariés, mais aussi des bénévoles et des apprenants qui viennent prendre leurs cours. Et puis, la deuxième activité, c'est le soutien à l'apprentissage. Au fond, c'est un soutien pour les devoirs encadrés, en gros. Donc, les bénévoles sont à disposition des apprenants pour faire leurs devoirs. Voilà. Alors, lorsque j'étais encore responsable de la section Lausanne et Région, j'ai dû lutter auprès des bailleurs de fonds pour qu'ils reconnaissent cette partie de l'activité et que cette partie d'activité, de cet encadrement des bénévoles, eh bien, c'est un coût de gestion, de recrutement des bénévoles, de formation, d'encadrement, d'accompagnement des bénévoles. La question de la prise en charge de ce coût s'est posée à un moment où en fait, la ville a voulu passer d'un mode de financement dit de subvention globale à l'association à un mode de financement par contrat de prestation. Ça a été un petit peu c'était un peu la mode, le trend de ces années 2010. Beaucoup de bailleurs de fonds publics dans le domaine social, confédérations, cantons et grandes villes ont fait ce pas, c'est-à-dire que le but était de réorganiser le déploiement des politiques publiques sous l'égide en fait, du partenariat public-privé. C'est-à-dire que les associations n'étaient plus considérées comme de simples associations dont les actions méritaient d'être soutenues, voilà, c'est bien ce que vous faites, mais considérées comme des partenaires dans la réalisation d'une politique publique mise en place et pilotée par l'autorité publique. Alors, une évolution positive, finalement, dans un sens, puisque les associations sont devenues des acteurs à part entière d'une politique publique, reconnue comme telle, mais une évolution quand même délicate, parce qu'elle amenait avec elle beaucoup de contraintes et de risques, notamment sur le plan des financements. Et pour la section de Lausanne et Région, ça a été particulièrement délicat, parce que la ville de Lausanne m'a dit « Oh, mais non, voilà, elle a biffé sur le budget, elle a dit « Bon, ben ça c'est de l'activité vie associative, ça n'a rien à voir avec les formations. Nous, on finance que ce qui est professionnel, les formations, et tout ce qui est bénévolat, là, ça c'est vôtre, vous trouvez des sous à côté. » Et puis moi, j'ai dit non, pas du tout. Les bénévoles, un appui vital. Sans cette partie de travail pris en charge par des bénévoles, l'action de formation, les cours, tout ça ne pouvait pas être organisé dans les meilleures conditions possibles.
Donc voilà, alors je me suis... La stratégie que j'ai prise, c'est d'être vraiment très transparente. Hein. J'ai tout mis sur la table. J'ai travaillé beaucoup avec les bénévoles. On a clarifié les cahiers des charges. On a vraiment fait un travail de décortiquage de leur rôle. On a fait un rapport. On a chiffré tout ça. Hein. J'ai encore ressorti voilà, ce rapport et les slides et tous ces calculs. Ça m'avait pris un temps fou. Et puis, voilà, j'avais réussi à convaincre la ville de Lausanne que cette partie prise en charge par les bénévoles faisait partie intégrante, au fond, de la prestation publique et qui devait être financée par la ville de Lausanne. Alors, ça a été effectivement une négociation assez rude et j'avais été contente de passer l'épaule. Le canton a suivi, donc on a, à ma connaissance, en tout cas aujourd'hui, tout est financé par les bailleurs de fonds publics dans le cadre de la prestation, y compris le repas des bénévoles à la fin de l'année comme remerciement de l'engagement des bénévoles. Donc ça a vraiment été gagné. Mais l'expérience, par exemple, de Lire et Écrire Genève a été moins bon. Hein. Lire et Écrire Genève, ça a été plus féroce et puis ils n'ont pas réussi à imposer à l'époque la prise en charge de ces frais et Lire et Écrire Genève s'est trouvé dans des difficultés financières, voilà, presque au bord de la faillite à un moment donné parce que toute cette partie soi-disant non essentielle n'était pas prise en charge. Voilà, donc ça c'est quand même assez intéressant. On retrouve là tous les éléments au fond de ce débat sur la place du bénévolat dans l'action sociale. Le bénévolat, parce qu'il n'est pas rémunéré, est-ce que ça signifie qu'il n'est pas utile, qu'il n'est pas vital? Un travail non rémunéré est-il par définition superflu? Voilà. Quelle est la reconnaissance attendue, nécessaire par l'État par rapport à toutes ces activités bénévoles? Voilà, donc ça c'était cette partie sur lire et écrire. Je regarde un peu l'horaire, puisqu'on m'a dit qu'il ne fallait pas que je fasse trop long par visioconférence. J'espère que vous êtes encore avec nous et que vous ne nous avez pas quittés. C'est vrai que la bonne nouvelle quand on regarde une visioconférence, c'est qu'on peut quitter plus discrètement la conférence. Donc j'espère que vous êtes encore parmi nous et que, voilà, encore attentifs, encore un petit moment. Je vais vous parler maintenant... Là, j'avais encore un slide sur la répartition des heures de travail. Voilà, c'était pour illustrer cette répartition des heures de travail à lire et écrire, dont une partie est prise en charge par les bénévoles, mais je crois que j'ai traité de tout ça. J'aimerais passer maintenant au CSPVO, si vous êtes d'accord, et aborder la question du bénévolat au travers de cette belle institution. Très belle institution qui a été très, très engagée cette dernière année dans le cadre de cette pandémie. Mais je vous parlerai de ça d'une autre fois quand Connaissance 3 me réinvitera pour parler de ça. Mais là, je vais rester sur l'axe bénévolat. Voilà, donc le CSPVO est une institution sociale donc beaucoup plus ancienne que Lire et Écrire, qui fête ses 60 ans, j'aimerais le signaler quand même, by the way, cette année. On s'inscrit donc dans quelque chose de plus institutionnalisé, sur un champ d'activité plus ancien qui aujourd'hui fait partie intégrante des politiques publiques et qui relève même d'un droit constitutionnel fondamental, celui de la solidarité et plus précisément celui du droit à l'aide sociale. Alors, j'essaie toujours de glisser ça parce que des fois on oublie, mais je trouve que c'est important de glisser ça quand même. L'article 12 de la Constitution fédérale, le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse. Donc, quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Ça a été particulièrement d'actualité cette année. Alors, en ce qui concerne l'engagement bénévole, eh bien, on a au CSP clairement deux réalités, deux régimes différents et qui illustrent très bien le propos d'aujourd'hui. On a d'un côté les activités sociales du CSP, on trouve donc les consultations sociales, juridiques et conjugales, qui est le cœur de mission du CSP, et on a les activités
sociaux, commerciaux, donc les GALTA, sur lesquels je reviendrai plutôt vers la fin de ma présentation en conclusion. Donc, les activités sociales, donc on a un nombre important de consultations sociales, juridiques et conjugales, et le cœur de l'activité en lien avec ces consultations sociales, c'est évidemment l'accueil. Là, je vais faire très rapidement une petite présentation. Je pense que quand même beaucoup d'entre vous connaissent le CSP, mais peut-être je rappelle en 2 mots quand même qui on est et ce qu'on fait. Donc cet accueil, j'ai des chiffres aussi, donc on a 26 000 sollicitations par année, donc à l'accueil, de gens qui nous téléphonent ou qui viennent nous voir, donc c'est énorme. 13 500 consultations qui sont données par les travailleurs et travailleuses sociales du CSP. Donc le CSP est ouvert à toutes et tous, assure des prestations gratuites, presque, on a juste les consultations conjugales qui sont payantes, mais sur une base volontaire. On est présent, la proximité, donc on est présent dans tout le canton avec des permanences sociales, juridiques et conjugales. Et voilà, le cœur de mission, c'est accueillir, écouter, conseiller, orienter, accompagner et prévenir. Et donc on a l'accueil qui est vraiment un service en soi, et ensuite avec une réorientation sur nos différents services, on en a 5, le service juridique, le service social polyvalent, le service de consultation couple et famille, le service social jeune et le service social pour les immigrés et la fraternité. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour dire que voilà, il s'agit de questions d'argent, il s'agit de questions prendre soin de son budget, régler des questions de dette, régler des questions en lien avec les assurances sociales, le droit de la famille. Donc voilà, c'est tout ce champ d'activité qui, par les différentes entrées qui sont précisées ici, est pris en charge par le CSP et par des professionnels. Et là, justement, les chiffres, 26 000 demandes traitées par l'accueil. C'est un chiffre 2019, puisque j'avais préparé la présentation pour 2019, mais je crois qu'on est un petit peu dans cet ordre-là en 2020, et puis 12 500 consultations. Donc c'est quand même, voilà, c'est assez important. Là, on a une petite image qui montre les 12 500 consultations, donc avec un aspect juridique très important. Donc, on a beaucoup, dans toutes nos consultations, il y a une dimension juridique. Voilà, et les 3 GALTA de boutique dont je vous parlerai tout à l'heure. Et pour résumer, donc, le CSP, en 2019, ça aussi, c'est malheureusement une slide que je n'ai pas mise à jour. Je crois qu'aujourd'hui, on est 72 ou 75 collaborateurs, collaboratrices. On se développe un peu. 49 EPT, 110 bénévoles, 12 stagiaires, civilistes chômeurs et 1 apprentie. Ça, c'est l'équipe du CSP. En termes de travail rémunéré et non rémunéré, puisqu'on a commencé avec ce chiffre au début de la présentation, 100 000 heures de travail rémunéré et 16 000 heures de travail non rémunéré. Quand même, 1/5 du travail effectué au CSP n'est pas rémunéré, mais alors on a une situation très particulière, c'est que voilà, on a une très grande différence entre les 2 secteurs. Donc, dans les services sociaux, ce sont exclusivement des personnes salariées, alors que dans les GALTA et les boutiques, c'est une grande majorité de bénévoles qui sont actifs. Donc voilà, c'est une réalité qui m'a interrogée, quand je dois le dire, quand je suis arrivée au CSPVO, parce que moi je venais avec l'expérience lire et écrire, on avait un mixte de personnes. Donc voilà, j'ai quand même assez rapidement compris que voilà, j'étais face à une posture institutionnelle et revendiquée, notamment de ne pas employer des bénévoles dans les services sociaux. Il y a eu régulièrement des discussions à l'interne sur ce choix, avant mon arrivée, et depuis aussi d'ailleurs, pour discuter, re-questionner, justifier cette ligne de conduite.
Et les arguments qui sont mis en avant mettent en lumière, au fond, les préoccupations de l'équipe des professionnels salariés et justement cette articulation entre bénévoles et salariés en lien avec une politique publique. Alors, les arguments qui sont avancés, alors il y en a certains qui sont évidents, hein, c'est que voilà, pour accueillir des bénévoles dans une institution comme le CSP qui a un dispositif tellement complexe, eh bien, il faut un cahier des charges précis entre bénévoles et salariés. Il faut une formation des bénévoles. Hein, on ne peut pas juste dire ben voilà, venez travailler au CSP dans le service social. Enfin, ça demande quand même un certain nombre de compétences. Ça demande de l'encadrement et de l'organisation et de la répartition des tâches. Ça, c'est assez commun à toutes les associations qui engagent des bénévoles. Après, il y a des principes, enfin une argumentation qui relève plus qui soulève des préoccupations plus fondamentales, hein, plus de principes. C'est d'une part la reconnaissance des compétences. Voilà. Pour assumer des tâches qui relèvent du travail social, il faut avoir des compétences. C'est un métier qui demande l'acquisition de connaissances et qui mérite en principe un salaire. Corollaire de cela, pour une organisation dont le financement dépend pour moitié de subventions publiques, le risque que le bailleur de fonds, finalement, réduise les subventions, parce que si un travail peut être fait par des bénévoles, pourquoi finalement dépenser de l'argent, hein, on est dans la même préoccupation que j'ai décrite tout à l'heure avec lire et écrire, mais encore plus aiguë, puisque là, on prend en compte le salaire des personnes qui font ce travail social. Et puis le souci qui, au fond, est le même ordre, mais tourné à l'envers, hein, face à ces contraintes, face aux contraintes de ressources limitées, hein, le CSP évolue dans un domaine où les besoins sont toujours plus importants que les ressources à disposition, mais y a-t-il pas un risque de céder à la tentation de se décharger sur le bénévolat plutôt que de mettre à disposition les moyens nécessaires? Donc voilà, ça questionne vraiment quelles ressources les acteurs institutionnels, l'État, mais aussi les associations concernées, hein, parce que c'est une posture, sont-ils prêts à mettre à disposition pour prendre en charge les besoins sociaux reconnus. Donc on rejoint effectivement la même problématique que nous avons abordée avec l'association Lire et Écrire, hein, c'est le corollaire de l'avènement de l'État social, c'est l'émergence aussi de métiers du social, hein, de corps de métier, assistant social, éducateur, psychologue, animateur, consultant conjugal, donc il y en a toute une panoplie, hein, tous ces différents métiers du travail social qui se sont petit à petit imposés et qui ont pour la plupart de profondes racines dans le bénévolat, dans les activités bénévoles. Et évidemment, dans la suite de l'émergence de ces métiers du social, c'est l'émergence aussi, enfin c'est l'existence hein, d'écoles, hein, la Haute École de Travail Social, qui est aujourd'hui une institution cantonale reconnue, qui valorise ces métiers, qui les valide, qui leur donne une légitimité, hein, mais qui crée aussi des pôles de compétences qui sont créés et qui se développent encore aujourd'hui. Donc on l'a vu avec le métier de formatrice, hein, de lire et écrire, qui est devenu un véritable métier avec une formation. On a maintenant la même question au CSP Vaud autour du métier d'accueil social. Hein, donc je vous ai montré tout à l'heure hein, le centre de notre un de nos services clés, c'est le service de l'accueil, mais en fait, il n'y a pas de formation d'accueil social. Pourtant, ça demande des compétences incroyables. Ces personnes, elles doivent connaître le réseau, elles doivent connaître les problématiques sociales, elles doivent aussi avoir une posture hein, juste par rapport aux bénéficiaires qui viennent, toutes ces demandes qui viennent, c'est tout. Enfin, les gens qui téléphonent au CSP, ils viennent avec leur détresse, avec leur histoire de vie. Enfin, il faut avoir une bonne posture. Et tout ça, ça mériterait quand même qu'on réfléchisse à la mise sur pied d'une formation adéquate qui puisse former ces gens. D'ailleurs, on a beaucoup de peine à recruter les bonnes personnes. Voilà. Donc, on est en train de réfléchir là-dessus. C'est un de nos objectifs dans la stratégie 2024 du CSP Vaud, c'est de pousser à la création d'une filière de formation pour créer un métier qui s'appellerait le métier de l'accueil social.
Donc voilà, on est dans cette dynamique, hein, ce combat pour la reconnaissance et la valorisation des compétences et qui s'oppose quand même à une forme de bénévolat comprise par les professionnels, salariés, je provoque un peu, hein, comme un acte de bienfaisance, de charité, connoté d'amateurisme. Voilà. Alors, c'est un peu provocateur, parce que ce n'est pas le cas, hein, mais c'est vrai que voilà, c'est un petit peu là où se jouent les choses et les interactions. Voilà, donc on retrouve derrière ces préoccupations les grands enjeux, une fois de plus, du bénévolat social dans leur interaction avec les politiques publiques. Voilà, l'aide sociale, c'est considéré comme un droit, hein, et à partir du moment où il y a un droit, il doit y avoir des moyens pour les mettre en œuvre. Une partie de la population défend cette position. Moi, j'ai discuté avec une très bonne amie journaliste au moment de la pandémie, hein, qui est très engagée, mais qui m'a dit texto, dans le contexte de la pandémie et des appels à la solidarité, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Hein, on a vu d'ailleurs que le nombre de bénévoles ont augmenté. On en parlait tout à l'heure avec la vice-présidente ou avec madame, que le nombre de bénévoles a augmenté pendant la pandémie. Eh bien, voilà, cette journaliste me disait, moi, je refuse de faire du bénévolat social, car toutes ces tâches effectuées par des bénévoles devraient être assumées par l'État. Voilà. Alors, c'est des positions un peu extrêmes, mais c'est intéressant de les soulever pour stimuler la discussion. Voilà, donc j'arrive au bout, en tout cas, de cette partie-là de mon exposé, de ces deux premières parties, et puis je vais arriver, au fond, d'abord à une première conclusion, hein, un peu générale. Hein. On a vu donc que la place du bénévolat dans l'association change en fonction de l'évolution de la politique publique qui l'accompagne, mais aussi de la taille des associations. Hein. Là, je vous ai donné deux exemples, hein, mais il y en a une myriade. J'imagine par exemple que Connaissance 3 a aussi son histoire particulière, hein, avec des prestations et des bouts de prestations reconnus, d'autres moins, partage des tâches entre salariés et bénévoles, qui doit être clarifié et qui est qui est un chantier et qui n'est jamais terminé quand on est dans une association où il y a une mixité de bénévoles avec beaucoup de compétences, hein, parce que c'est ça dont il s'agit aussi. Hein, c'est pas moi, personnellement, je ne partage pas du tout la vision que le fait d'être bénévole, on est des amateurs. Hein. Je pense que les bénévoles sont aussi des professionnels, mais non salariés. Voilà. Alors après, peut-être que c'est dans les mots, le choix des mots qu'on devrait par moment faire attention pour clarifier aussi les choses. Quoi. Voilà, j'aimerais maintenant, en conclusion, en fait, j'avais encore une petite phrase que je trouvais bien comme pour conclure cette partie. Hein, l'action sociale bénévole est un puissant mouvement qui a soutenu et soutient encore aujourd'hui la mise en place de politiques sociales. Mais j'aimerais maintenant, si vous êtes d'accord, passer à la conclusion en lien notamment avec la description de ce qui se passe dans l'autre partie du CSP qui nous tient aussi beaucoup à cœur, c'est les activités des GALTA. Hein. Là, on se trouve dans une configuration totalement autre où l'articulation professionnelle salariée se pose de manière totalement différente. Donc, comme je l'ai mentionné, on a 110 bénévoles engagés dans les 3 GALTA et 2 boutiques du CSP, donc la Blécherette, que vous connaissez probablement tous et toutes. Si vous ne connaissez pas, il faut tout de suite y aller. La même chose pour le GALTA de Payerne, de Labroix, le GALTA de Labroix à Payerne, qui a subi de grandes transformations ces 2 dernières années, qui est maintenant un magnifique, qui est devenu une magnifique grange, mais qui était un peu délabrée, il faut le dire, est devenu un magnifique bâtiment qui accueille aussi d'ailleurs le pôle social du CSP Vaud. Donc on a réussi sous un bâtiment à avoir une mixité entre le GALTA avec ses bénévoles, les professionnels du social, salariés du social au premier étage et 2 appartements familiaux sous les toits. Et Montreux, qui est la caverne d'Ali Baba des CSP. Il faut aussi aller faire un tour à Montreux, c'est génial. C'est vraiment le GALTA dans toute son expression.
Voilà, ce sont des lieux de vie. Il y a aussi les boutiques, peut-être qui sont moins connues. Je fais une petite pub rapidement, comme ça. C'est la boutique des Escaliers du Marché, une boutique de livres magnifique. Il faut vraiment aller jeter un œil aussi, entièrement tenue par des bénévoles. Là, il n'y a pas de salariés, alors que dans les grands Galtas, il y a toujours un responsable salarié, quelques personnes quand même qui encadrent et qui font le travail de ramassage notamment et qui sont salariés. Et aussi une jolie petite boutique à Morges, le Bazardage, à la rue de Lausanne 4 bis. Je mets l'adresse au cas où vous souhaitez y aller, qui est une jolie boutique aussi entièrement tenue par des bénévoles. Alors, donc, ce travail, il n'est pas véritablement ce travail des bénévoles, évidemment. Voilà, on a là une photo qui montre une partie de l'équipe quand on a été à Genève en 2019, visiter les Galtas de Genève. C'est vraiment une super équipe. On a rempli 2 bus de 80 personnes. C'était vraiment très, très chouette. Tous les âges, des femmes, des hommes. Enfin, c'était vraiment une chouette équipe. Et donc, ils sont principalement actifs, non pas dans le travail social, mais dans le tri, la vente, la mise en place des objets. Par contre, on se situe clairement dans un environnement totalement en interaction avec le social. Il faut savoir qu'en plus des bénévoles, les Galtas accueillent aussi des personnes en réinsertion, des civilistes, des stagiaires. Pour ma part, vous l'avez senti au ton de ma voix, moi j'adore les Galtas. Je trouve que voilà, j'adore cette ambiance, c'est vraiment des lieux de vie dans toute leur expression, avec ce mélange de personnes, de motivation, d'engagement. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée, il faut quand même le dire, c'est qu'on a élaboré cette stratégie du CSPVO 2020-2024, et là on s'est posé la question de la raison d'être des Galtas au sein du CSPVO. Il faut se poser ce genre de questions, même si ça peut paraître évident, mais parce que sur le plan financier, il faut quand même savoir une chose, on ne le dit pas trop fort, là je le dis aujourd'hui parce qu'on est un petit peu entre nous, mais les Galtas ont un chiffre d'affaires d'1,5 million de francs. Donc, ils contribuent au CSP pour environ, au budget du CSP, pour 20%. Mais en termes de bénéfices nets, leur contribution, elle est relativement modeste. Je ne veux pas vous dire de chiffres, mais enfin, c'est assez peu, en fait. C'est de l'ordre du 10% du chiffre d'affaires. Donc, je vous laisse faire le calcul. Donc, les Galtas, ils coûtent cher, malgré tout, parce qu'il y a quand même des salaires qu'il faut payer, il y a des infrastructures, il faut entretenir les véhicules, enfin voilà, il y a beaucoup de com aussi, parce que pour faire marcher les Galtas, il faut faire de la communication aujourd'hui, donc ça coûte cher. Donc voilà, le budget des Galtas, c'est important, et donc le bénéfice net, il n'est pas très, très élevé. Donc, on peut quand même se poser la question de la pertinence pour le CSPVO, au fond, de garder ces Galtas. Quelle est la valeur ajoutée des Galtas d'avoir des magasins de seconde main? Alors évidemment, le premier argument, c'est la notoriété. Beaucoup de gens connaissent le CSPVO au travers des Galtas. Donc ça, c'est très, très important. C'est probablement l'argument principal. Mais le deuxième argument, à mon avis, tout aussi important, c'est que voilà, c'est faire fonctionner avec des bénévoles. J'ai même écrit la phrase parce que je la trouvais bien. Faire fonctionner avec des bénévoles des magasins est un magnifique défi. Il permet d'allier 2 objectifs a priori contradictoires, rentabiliser un secteur à but lucratif et créer un lieu de solidarité et d'entraide. Et quand on va dans les Galtas, on sent ça. On sent cette vie qu'il y a, on est au cœur de la solidarité avec les Galtas. On est au cœur de la solidarité. Les Galtas donnent à toutes ces personnes qui y travaillent un espace-temps, des relations humaines, des contacts humains, une identité, un statut social. Et ils le disent, quand on a recueilli de nombreux témoignages de ces bénévoles qui travaillent dans le Galta, notamment en décembre 2019, parce que dans la perspective de cette conférence, évidemment, je m'étais dit que ce serait bien quand même de réfléchir un peu à la place des bénévoles dans le CSPVO avant de venir faire une conférence à Connaissance 3, et nous avions consacré un numéro des nouvelles aux bénévoles. Et c'était vraiment dans l'idée de cette conférence. Donc je m'étais dit, tiens, on avait fait cette visite à Genève avec les bénévoles du CSPVO, et donc du coup, on a pu récolter des témoignages, et c'était vraiment très touchant, très fort d'entendre ces bénévoles qui
qui n'ont pas forcément besoin de travailler ou qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils sont dans une situation, voilà, parfois ils sont à l'AI, parfois ils sont à la retraite, parce que voilà, donc ils ne sont pas dans le monde du travail, mais ils veulent apporter leur pierre à l'édifice, à ce projet social. Ils se sentent partie justement d'un projet, d'une action concrète à l'égard de personnes plus démunies qu'elles-mêmes. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très fort à vivre et à partager avec ces personnes. Voilà, au travers de son engagement, le ou la bénévole peut faire valoir un statut social reconnu pour sa contribution à une activité utile pour la communauté qui a du sens et qui est solidaire et écologique. Voilà. Être bénévole, ça permet de rester ou d'être un acteur de la vie sociale et de la cité. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment un peu là-dessus que j'aimerais rester par rapport à cette présentation, parce que pour moi, c'est l'essentiel. C'est qu'on puisse continuer à avoir un engagement social, évidemment, avec un maximum de compétences, du professionnalisme, des salariés, mais qu'il y a aussi cette dimension de la solidarité qui est exprimée au travers d'un travail de contribution non rémunérée. Je pense que ça donne tout son sens à des organisations, notamment comme le CSP Vaud. Alors bien sûr, ça demande aussi un investissement. Nous, on doit aussi prendre soin de nos bénévoles. On doit les former, les encadrer, montrer beaucoup de bienveillance vis-à-vis de leur engagement. Donc ça, c'est aussi quelque chose où il faut mettre des ressources à disposition. Mais pour moi, c'est extrêmement important de garder cette dimension du bénévolat et du travail social dans ces projets qui ont pour but, au fond, d'apporter une amélioration de la société. C'est l'ancrage, en fait, pour moi, des politiques sociales dans la population. Là, je vous ai mis l'affiche de la vente du printemps 2019, hein, mais voilà, je trouvais qu'elle est fraîche, elle montre aussi tout ça, c'est ce panier, en fait, de motivation, de tout plein de choses qui sont liées au bénévolat et qui apportent et qui font d'Egalta ce qu'ils sont. Et puis peut-être terminer ma présentation avec cette déclaration universelle sur le volontariat. Hein, c'est le bénévolat est un élément essentiel de la société civile. Il concrétise les aspirations les plus nobles de l'humanité, la quête de la paix, de la liberté, de la sécurité et de la justice pour tous les peuples. Je pense que là, tout est dit. En tout cas, je partage totalement cette citation. Voilà, j'arrive au terme de ma présentation. Je sais que je n'ai pas abordé toute la thématique liée au bénévolat, mais j'espère avoir ouvert un champ de discussion que je me réjouis de partager avec vous au travers du chat, je crois, hein, c'est ça, comme ça que ça va se passer. Je vous remercie infiniment. D'où viennent les ressources financières de les réécrire? Bravo, j'ai bien... Alors, d'où viennent les ressources de lire et écrire? Alors, en partie des bailleurs de fonds publics. Alors là, je parle pour la section Lausanne et Région. Je ne pense pas que ça a changé depuis que je suis partie, mais ce sont principalement des financements publics, hein, confédérations, cantons, communes, avec aussi un petit peu... Et puis bien sûr aussi la contribution des apprenants, hein, qui, par exemple pour Lausanne... Non, justement, pas à Lausanne, il faut que je me rappelle un peu. En dehors de Lausanne, paye une petite, comment on appelle ça, une petite participation financière à leur cours. Voilà. Donc c'est ça, j'espère avoir répondu à votre question. Je lis un petit peu en live les questions avec vous. Hein. Bravo, j'ai bien compris que vous aviez réussi à avoir des fonds de bailleurs de fonds. Finalement, savoir lire et écrire profite aussi à l'État. Ben oui, c'est pour ça que c'est devenu une politique publique. Ça profite à l'État, à l'économie. C'est effectivement vrai. Sous couvert de partenariat, n'est-ce pas un moyen déguisé pour l'État de reporter des fonctions indispensables sur le plan social sur des travailleurs gratuits? Eh bien, c'est tout le combat. Voilà, je crois que c'est effectivement... voilà, à partir du moment où, dans un partenariat public-privé, il y a quand même des ressources pour
l'association, pour qu'elle puisse avoir des frais administratifs et de gestion pris en charge et une partie des prestations. Voilà. Mais c'est vrai que se pose la question c'est exactement ce que j'ai expliqué aussi par rapport au CSP, toute la discussion en lien avec le fait que dans les activités sociales, pour l'instant au CSP, on ne veut pas pratiquer l'intégration des bénévoles. Martina Schmidt. Je lis tout ou bien tout le monde peut voir les questions? Ah, je lis alors, d'accord. Merci à Bastienne Jorchel pour sa réflexion et ses témoignages de pratiquantes très intéressants. J'en retiens que sans l'engagement à partir de ses convictions et l'action bénévole, les politiques sociales seraient encore à l'âge de la pierre. J'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, nous vivons un peu un retour en arrière lorsque les églises et les associations de solidarité s'engagent en fonction de la justice sociale et sont accusées d'utiliser des fonds publics pour faire de la politique. Et oui, n'y a-t-il pas une évolution contradictoire dans un pays où la solidarité fait partie de l'ADN? Oui, là, je vois bien à quoi fait allusion Martina Schmidt, c'est le fait qu'au niveau, alors là, on est dans un autre domaine, mais en lien avec l'initiative sur les multinationales responsables, où suite à l'excellent résultat, on a raté de peu le oui, eh bien, la Confédération, donc le DFAE, a décidé d'enlever du budget, pour le faire court, hein, des œuvres d'entraide engagées dans l'aide au développement, l'argent destiné à financer l'information et la sensibilité aux problématiques de développement. Voilà. Donc, du fait d'avoir mis sur la table une problématique importante et d'avoir réussi à mobiliser une grande partie de la population sur cette problématique, la responsabilité des entreprises, des multinationales, eh bien, voilà, les associations ont été, entre guillemets, sanctionnées, alors même que voilà, l'argent de la campagne avait été mobilisé en parallèle et n'avait pas été pris sur ces budgets-là. Mais ouais, c'est un grand débat que je ne vais pas ouvrir ici, mais voilà. Je confirme, le Galta de Montreux vaut le détour, oui, absolument, je suis d'accord. Merci beaucoup, chère Bastienne, pour cet important rappel avec l'exemple de lire et écrire. L'action bénévole peut aussi être à l'origine de nouvelles lois sociales, oui. L'équilibre entre ce que l'on donne bénévolement et ce qu'on reçoit reste délicat. Comment le CSP soigne-t-il concrètement ces bénévoles? Autrement dit, quel est le retour sur l'investissement pour les bénévoles? Vous voyez, c'est une question très très importante hein, qui nous habite notamment en temps Covid, hein, parce que je peux vous dire qu'on avait prévu plein de choses pour les bénévoles et ça a été compliqué. Hein. Du jour au lendemain, tout d'un coup, on leur disait « mais voilà, vous ne venez plus ». Et voilà, c'était dur, parce que pour certains, c'est très important de venir travailler au Galta, voilà, c'est leur réseau, c'est le contact, et de se retrouver isolé comme ça a été aussi compliqué pour nous. Donc nous, on a fait ce qu'on a pu. Voilà, en tant que Covid, on a écrit un ou deux courriers, et puis on a surtout... c'est les responsables des Galta qui font un travail formidable, hein, qui n'ont pas de formation sociale, mais qui font un travail formidable de ce point de vue-là, et qui ont beaucoup gardé le lien avec les bénévoles. Alors, ce que nous faisons, c'est que nous essayons d'être très attentifs à ce travail, de le reconnaître d'une manière modeste. Bon, alors voilà, on a des petites choses financières, on dédommage les frais de déplacement, des choses comme ça, mais enfin, ça, c'est pas le plus important. Je pense c'est surtout de leur offrir un lieu de travail qui correspond à leurs attentes, d'être attentif à leurs besoins, d'être clair avec le cadre, parce que être bénévole, c'est pas... voilà, on rentre quand même dans un dispositif, on rentre dans... Voilà, le Galta, c'est un magasin, il y a des règles, il y a des directives. Alors parfois, il peut y avoir de la confusion aussi. Donc, pour pouvoir... Ça, je l'ai vécu aussi à l'époque à lire et écrire. Il faut être super clair sur ce qu'on demande aux bénévoles et au fond, quel est le cadre. Parce que sinon, il y a des malentendus.
Et ça c'est le pire. Et puis on en a, hein, voilà, nous on ne fait pas tout de manière parfaite, et il arrive parfois qu'il y a des situations plus compliquées, avec des malentendus, des tensions. Mais je pense que le plus important, c'est d'être très clair sur ce qu'on attend des bénévoles, et puis qu'on est en contact et qu'on communique régulièrement, qu'on donne aussi la possibilité aux bénévoles d'avoir accès à l'institution. Ça, c'est quelque chose d'important, notamment au CSP, on est dans une grande institution quand même. Et voilà, les GALTA peuvent paraître éloignés, ils sont là, ils vont faire leur tri dans le sous-sol de GALTA de la Blécherette. Ils doivent avoir accès à l'institution. En l'occurrence, c'est beaucoup moi et la secrétaire générale qui nous occupons des GALTA, et puis les ressources humaines, mais aussi la com, ils doivent pouvoir avoir accès. Donc voilà, c'est comme ça qu'on essaie de prendre soin avec le plus de bon sens possible, je dirais, quoi. Et la communication. La communication, c'est très important. Voilà, où est-ce que j'en étais maintenant? Tout travail mérite salaire. Oui, je suis d'accord. Voilà. Alors après, est-ce que le salaire est pécunier ou pas? Enfin voilà, hein, on est quand même là-dedans. Merci pour cette conférence très intéressante. Une question soutenant la création d'une filière de formation en accueil social. N'allez-vous pas tuer le bénévolat dans cette fonction? Très intéressant. Ouais. Je n'ai pas de réponse. Selon votre expérience, quels sont les principaux défis rencontrés par les bénévoles pour s'inscrire dans les activités des institutions? Un grand merci d'avoir partagé votre grand regard sur le bénévolat. Quels sont les principaux défis pour s'inscrire dans les activités des institutions? Je pense qu'au fond, moi j'ai souvent eu aussi, je me rapporte beaucoup plus à lire et écrire pour ça parce que j'étais plus sur le terrain, hein, donc évidemment avec CSP je suis un petit peu plus éloignée du terrain, mais à lire et écrire j'avais beaucoup de téléphones de gens qui me disaient mais je veux faire du bénévolat, qu'est-ce que je peux faire? En fait c'est un peu comme chercher un emploi. Moi je pense qu'il faut être très au clair sur ce qu'on a envie de faire quand on veut faire du bénévolat, et puis ça appartient à la personne. C'est difficile pour les institutions d'avoir les personnes qui viennent et qui disent « je veux faire du bénévolat ». Voilà, vous voulez faire quoi? C'est quoi votre... Pardon, je touche mon micro. Vous voulez faire quoi? C'est là que ça se passe. Donc je pense que c'est un peu comme rechercher un emploi. Si un jour on se dit « j'ai envie de faire du bénévolat », il faut aller chercher là où ça parle à la personne. Hein. Ça peut être le bénévolat social, mais ça peut être en lien avec une passion. Voilà, les animaux, je ne sais pas, la nature, l'environnement, voilà. C'est comme ça qu'on fait au mieux le bénévolat, je pense. C'est en sachant soi-même qu'est-ce qu'on a envie de donner, pourquoi et quelle thématique. Donc, et ça appartient à la personne. Moi, je donnerais cette piste-là. Pour moi, le fait qu'il y ait plus d'heures de bénévolat que d'heures salariées enlève un peu du nerf de l'engagement bénévole, car il se trouve ainsi autant de concurrence que dans le monde salarié. J'essaie de comprendre la question. Plus d'heures de bénévolat que d'heures salariées enlève un peu du nerf de l'engagement, car il se trouve... Oui, mais non, je ne suis pas sûre qu'on puisse poser la question comme ça. Si j'ai bien compris la remarque, je pense voilà, on l'a dit, hein, il y a beaucoup de domaines où on peut faire du bénévolat. Donc, bien sûr, c'est intéressant de mettre les deux chiffres en rapport, mais je pense qu'il y a de la marge de manœuvre, enfin, il y a de la marge pour faire du bénévolat. Donc, je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment de la concurrence dans le bénévolat. Là, il faudrait poser la question à Bénévolat Vaud, qui rassemble un peu toutes les demandes de bénévolat et les offres. Ça serait intéressant de savoir, au fond, si la demande répond à l'offre et vice-versa. Et puis là, formation continue pour les bénévoles, payés par qui? Oui, très intéressant. Voilà, payés par qui? Ça, pour moi, ça pourrait être dans une institution quand même qui a une certaine taille, financée justement financée, si c'est des bailleurs de fonds, enfin faire partie du budget. Ça, en tous les cas. Ouais. Voilà, le travail peut être bénévole, mais au fond, la formation, c'est quelque chose qui, en tout cas pour les institutions de la taille dans lesquelles j'ai travaillé, j'ai toujours défendu que ça fasse partie du budget. Et puis qu'il y ait un budget, qu'on puisse payer un formateur qui vienne.
je ne sais pas, par exemple, Bénévoles à Vaud, qui donne des très bons cours. Je fais un peu de coup de pub pour le Bénévoles à Vaud, mais quand on leur demande de venir donner une formation sur les bénévoles, c'est payant, c'est pas gratuit. Bénévoles à Vaud ne fait pas du bénévolat. Voilà. Le fait qu'il y ait tant de bénévoles fait qu'ils sont beaucoup moins respectés. La preuve, pouvoir être renvoyés séance tenante, de là découle l'idée qu'il faudrait une loi pour les protéger. Voilà, donc ça c'est peut-être la voix d'une personne qui a vécu un parcours un peu compliqué. Voilà, je ne peux pas répondre à ça, mais effectivement, il n'y a pas de protection sociale du travailleur bénévole en tant que tel. Il y a une éthique, je pense. Voilà. Donc, il y a une éthique à avoir, et je ne pense pas qu'on puisse engager des bénévoles et les renvoyer comme ça, à moins qu'il y ait une raison valable. Et comme je l'ai dit, la raison valable, c'est peut-être le cadre qui doit être clairement posé avant, et puis que s'il y a peut-être quelque chose qui se passe mal, eh ben, c'est peut-être parce que le cadre n'a pas été respecté ou pas clairement formulé. Voilà, ça c'est pas parce qu'on est bénévole qu'on n'est pas dans un champ de contraintes et de tensions, quoi. Donc ça, c'est aussi un équilibre à trouver. Voilà, je suis arrivée un peu au bout de la liste, je crois. J'aimerais vous remercier toutes et tous qui avez animé ce débat par vos questions. Vous souhaiter une bonne fin de journée et remercier tout spécialement encore Madame Bastienne Jorchel pour tout ce qu'elle nous a apporté au sujet du bénévolat. Merci.